Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, donc c'est Clément Delmas à Toulouse avec Guillaume Baudry à Nancy. On redémarre donc ces nouvelles sessions REICATRA pour l'année 2023-2024 et on a la chance et l'honneur d'accueillir le docteur Richard Doran qui est cardiologue, référent pour la transplantation cardiaque auprès de l'Agence de la biomédecine, qui va nous faire un état des lieux de la transplantation cardiaque en France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Clément, merci Guillaume pour votre invitation. Effectivement, moi je travaille à l'agence d'une part et d'autre part à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, donc où je m'occupe de transplantation. Le sujet qu'on m'a proposé de discuter aujourd'hui, c'était de parler donc de l'état des lieux de la transplantation cardiaque en centrant mon propos en 15 minutes, 16 minutes, sur ce qu'on a comme connaissance à propos des donneurs et ce qui est en train un petit peu de changer, et également des patients qui sont en attente. Alors, la première diapositive, c'est une diapositive qui euh, voilà, que vous connaissez pour ceux qui voient régulièrement les diapositives de l'agence, qui est une diapositive qui reprend le nombre de patients en violet qui sont inscrits chaque année sur la liste d'attente, en rouge qui sont greffés, en bleu en dessous qui sont en liste d'attente au 1er janvier de l'année. Et puis ensuite, vous avez les candidats qui sont en liste inactive, puis les candidats qui sont décédés, puis les candidats qui sont sortis de liste d'attente. Là, on est sur les donneurs et donc ce qui nous intéresse, c'est la courbe en rouge. Et ce que vous pouvez voir sur cette courbe en rouge, c'est donc qu'il y a eu l'année dernière 411 greffes qui ont été réalisées en France en 2022. Cette année, on est grosso modo sur les mêmes chiffres pour autant qu'on puisse en juger. Ce qu'on voit sur cette courbe rouge, évidemment, le nombre de greffes, il dépend du nombre de donneurs. Il y a plus de candidats que de greffons, et donc ce qui détermine l'activité de greffe, en fait, c'est le nombre de greffons disponibles. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en 2020, on a un peu bu la tasse avec la pandémie, que ça a remonté, mais qu'à 411, on n'est pas tout à fait à ce qu'on était avant, c'est-à-dire en 2019. Et puis surtout, je voudrais attirer votre attention sur le fait que de 2016 à 2019, le nombre de greffes avait tendance à baisser, et que quand on compare 2016 à 2022, on s'aperçoit qu'en fait le nombre de greffes sur cette période-là a baissé de 14%. Donc il y a un effet pandémie certain avec une espèce de rebond, mais malgré tout on est sur une tendance où on a l'impression que c'est en train de baisser. Diapositive suivante. Alors encore une fois, c'est déterminé cette activité de greffe essentiellement par le nombre de greffons disponibles. La figure de gauche, c'est le nombre de donneurs en mort encéphalique qui sont recensés en bleu, qui sont prélevés en vert. Quand je dis prélevé, c'est prélevé d'un organe. La figure de droite en haut, c'est le nombre de donneurs en mort encéphalique qui sont prélevés du cœur parmi tous les donneurs en mort encéphalique qui sont prélevés d'un organe, et ça année par année. Donc ce qu'on peut voir par exemple sur ces deux diapositives, sur ces deux figures-là qui représentent les donneurs en mort encéphalique, c'est qu'encore une fois, il y a eu une baisse en fait de la colonne verte à gauche, c'est-à-dire du nombre de donneurs en mort encéphalique qui ont été prélevés d'au moins un organe, avec un effet pandémie mais pas que. C'est-à-dire que en termes de donneurs en mort encéphalique, on est sur une tendance qui est une tendance à la stabilité, voire à la baisse. On a moins d'accidents vasculaires cérébraux, ils sont mieux pris en charge, il y a moins d'accidents de la voie publique, donc il y a une espèce de plateau, mais avec une tendance qui est plutôt à la baisse. Pour ce qui est de la proportion de ces donneurs prélevés d'au moins un organe qui sont prélevés du cœur, c'est donc la figure à droite. On s'aperçoit donc qu'il y a eu 418 donneurs qui ont été prélevés du cœur, donc 411, le cœur a été greffé, et puis il y en a un certain nombre qui ont été prélevés non greffés. Ça représente 29% des donneurs encéphaliques pour lesquels donc, il y a eu un prélèvement cardiaque. La figure qui est en bas à droite, c'est pour vous donner une autre perspective, c'est le nombre de donneurs Maastricht 3. Alors on va revenir sur Maastricht 3, le nombre de donneurs Maastricht 3 qui sont prélevés d'au moins un organe, donc entre 2015 et vous voyez 2022. 2015, c'est le début du programme Maastricht 3 en France et 2022, c'est l'année dernière. Donc en 2022, c'était 235 donneurs en mort encéphalique qui ont été prélevés, pas en mort encéphalique, pardon, Maastricht 3 qui ont été prélevés d'un organe.
Maastricht 3, qu'est-ce que ça signifie? Deux types de donneurs qui sont des donneurs décédés. Les donneurs décédés en mort encéphalique, vous connaissez, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de perfusion du cerveau, donc les gens sont en mort encéphalique. Les Maastricht 3, ce sont des donneurs qui sont en arrêt circulatoire. Donc ces donneurs aujourd'hui, ils peuvent avoir un prélèvement rénal, hépatique, pulmonaire, mais pas de prélèvement cardiaque. Parce que quand le programme a commencé, donc c'était en 2015, à l'époque, on se disait, aller prélever un cœur arrêté, c'est une drôle d'idée. On aurait pu se dire déjà à l'époque, d'ailleurs, que ça pouvait changer, puisque la première greffe faite avec ces donneurs-là, la première greffe cardiaque avait été faite en Australie en 2014. Et donc, il y avait déjà quelque chose qui commençait à frémir, on peut dire. Toujours est-il que ce que vous pouvez voir, c'est que autant le nombre de donneurs en mort encéphalique prélevés d'un organe est stable, voire baisse, celui des donneurs en mort, celui qui sont Maastricht 3, lui, par contre, augmente chaque année, grosso modo, de 5 à 10 2021-2022, il y a une augmentation de 8 Alors, sur la diapositive suivante, comment on évalue les donneurs en mort encéphalique finalement, et quand est-ce qu'on décide qu'on peut les qualifier, les prélever, les accepter pour les greffer? Alors, c'est des choses qui sont très simples, hein, c'est des données démographiques, l'âge, le sexe, c'est évidemment les antécédents du donneur potentiel, hein, ses antécédents cardiologiques au premier chef, familiaux, personnels, et c'est important, les facteurs de risque qu'il peut avoir ce donneur, mais c'est aussi et c'est important, hein, c'est la cause du décès. C'est essentiel la cause du décès. On va le revoir après, mais trois causes de décès, hein. Les décès par accidents vasculaires cérébraux, les décès traumatiques et les décès par anoxie. Ça représente plus de 90% des causes de décès des donneurs encéphaliques, hein. Mais quelle est la cause? C'est important parce que ça détermine un petit peu l'attitude et puis aussi les circonstances du décès. Je vous donne un exemple juste, on ne va pas rentrer dans les détails. Un décès par accident de la voie publique, un décès traumatique, bah, c'est important parce que finalement, est-ce que le traumatisme thoracique a entraîné une contusion myocardique? Et donc, on va chercher le patient, est-ce qu'il a fait un arrêt cardio-respiratoire? Vous voyez, il y a dans les conditions, dans les circonstances du décès, des choses qui sont tout à fait intéressantes. Ça, c'est pour l'évaluation globale. Et puis l'évaluation cardiaque, c'est comme d'habitude. On va regarder donc l'électrocardiogramme, on va regarder évidemment l'échographie, et c'est central l'échographie, l'hémodynamique, hein, voir quelle drogue et quelles sont les données hémodynamiques du patient, et puis la coronarographie quand elle est indiquée. Diapositive suivante. Alors quand on regarde un petit peu ces donneurs sur la période, vous voyez ici 2018-2022, les donneurs dont le cœur a été prélevé et greffé en France. Vous voyez l'âge moyen. Alors c'était, du coup là je vois un petit peu moins bien parce que c'est un peu plus petit, mais c'était un petit peu au-dessus de 40 ans, 48 ans, avec, et c'est important, quand on regarde les patients qui ont plus de 55 ans, vous voyez qu'il y a quand même un nombre non négligeable, une proportion non négligeable qui est de 28% de ces donneurs en mort encéphalique pour lesquels on a prélevé le cœur et greffé qui avaient plus de 55 ans. Pour nous, 55 ans, c'est un tournant, hein, en termes de cœur, de qualité du greffon cardiaque. C'est vraiment un âge seuil. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour à l'international, hein. Et donc, on s'aperçoit 28% de ces donneurs avaient plus de 55 ans. La cause du décès, on l'a vu tout à l'heure, donc on a des causes vasculaires, traumatiques, anoxiques, par ordre de fréquence décroissant, mais c'est ça l'essentiel des causes. Et vasculaires, on est d'accord, hein, ce sont des AVC hémorragiques ou ischémiques à transformation hémorragique, donc ce sont des accidents vasculaires cérébraux très particuliers. Et puis après, vous avez un certain nombre d'autres données concernant la dose de noradrénaline, finalement assez peu de patients qui avaient des doses élevées, si on considère que 3 mg/h c'est une dose élevée. En termes de fraction d'éjection, vous voyez qu'ils avaient une fraction d'éjection qui était tout à fait correcte et que finalement, il y a très peu de donneurs qui ont une fraction d'éjection qui est inférieure à 50% pour lesquels on greffe le cœur. Et puis en termes de facteurs de risque, il y avait une proportion non négligeable de patients qui étaient fumeurs et 20% qui avaient une hypertension artérielle. Sur la diapositive suivante, à côté des donneurs en mort encéphalique, donc on a les donneurs Maastricht 3, vous avez ce papier donc, qui a été publié au mois de juin, et avec cette source potentielle de donneurs de cœur, qui est une source sur laquelle on travaille et on a besoin de travailler parce que, encore une fois, c'est là qu'est la dynamique en termes de prélèvement. Ce papier du New England, simplement, donc c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, où ils font de la greffe à partir de cœurs prélevés chez des donneurs
que nous on appelle Maastricht 3, donc en arrêt circulatoire dans le cadre d'une limitation des thérapeutiques. Et ce qui montre dans cette étude, qui est une étude randomisée, hein, c'est que finalement, en termes de survie à 6 mois, il n'y a pas d'infériorité pour les receveurs de cœur de donneurs en mort encéphalique ou de donneurs en arrêt circulatoire. Pas de différence. Alors, faut lire l'article dans le détail parce qu'en fait, on s'aperçoit que les receveurs n'étaient pas les mêmes. Donc il y avait une balance qui était là en termes de gravité. Enfin, les receveurs qui avaient reçu des cœurs de donneurs hémocéphaliques étaient plus sévères, plus graves, plus instables. Donc il y a probablement un peu de recul à prendre. L'autre chose qu'on voit aussi dans le papier, c'est qu'en termes de dysfonction, par exemple, précoce du greffon, sévère, il y a 3 fois plus de dysfonction précoce du greffon quand le receveur a reçu un cœur donc, qui avait été prélevé chez un donneur en arrêt circulatoire. Donc il y a des choses, il faut le lire avec un œil critique, mais c'est indiscutablement une espèce de confirmation que là, il y a un potentiel de donneur. Diapositive suivante. Alors, en France, où est-ce qu'on en est concernant ce Maastricht 3? Julien Guillère, je ne vais pas revenir dessus, a fait une étude qui était un protocole à fin scientifique où il a prélevé comme ça 5 cœurs chez des donneurs qui étaient des Maastricht 3, qui avaient un prélèvement pulmonaire, avec des résultats qui sont tout à fait encourageants. Diapositive suivante. On est en train actuellement d'essayer justement de voir comment on peut avancer. Alors, un des éléments qui nous importe, c'est de savoir finalement ça représente combien de donneurs, ces donneurs Maastricht 3. Et vous avez ici euh, bah, très grossièrement une évaluation des choses, mais qui est très grossière et qui est en partie fausse, hein. Là, on est sur une période que vous voyez 2018-2022. Donc, il y a eu au total un peu plus de 900 donneurs Maastricht 3 qui ont été prélevés. Et sur ces 900 donneurs, vous voyez, il y en a un certain nombre qui avaient plus de 55 ans qui ne nous intéressent pas. Il y en avait un certain nombre qui avaient une durée d'ischémie chaude fonctionnelle, on ne va pas rentrer dans les détails, qui était supérieure à 30 minutes. Pour le cœur, c'est un peu rédhibitoire, c'est le seuil qu'on se fixe. Plus de 30 minutes d'ischémie chaude pour un cœur, on prend un énorme risque. Donc, on les exclut. Quand on exclut également les patients qui étaient, au point de vue hémodynamique, un peu instables, ceux qui avaient une cardiopathie connue, vous voyez, on arrivait à 325 sur ces 5 ans, hein, 325 donneurs. Alors, honnêtement, diapositive suivante, c'est trop grossier pour dire 325 sur 5 ans, ça ferait un peu plus de 50 par an. C'est trop grossier parce que dans ces donneurs dont je vous parle, il n'y avait pas eu d'évaluation cardiaque. Il n'y a pas de prélèvement cardiaque qui était autorisé, donc ces donneurs-là, ils n'ont pas eu d'évaluation de leur cœur, d'échographie, et donc probablement il y a un certain nombre qui seraient tombés. Autre source, et j'arrête là sur les donneurs, autre source potentielle de donneurs, mais là on est très loin, mais quand même, hein, une autre source potentielle de donneurs à côté des donneurs encéphaliques, à côté des donneurs Maastricht 3, c'est évidemment les cœurs provenant de cochons transgéniques. Vous aviez sans doute entendu qu'il y avait une première transplantation donc d'un cœur de cochon transgénique début 2022. Ça avait été fait à Baltimore. Le grand progrès qu'il y a eu concernant la xénotransplantation, c'est le fait qu'avec les techniques dont on dispose aujourd'hui, hein, CRISPR-Cas9, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut insérer ou retirer un certain nombre de gènes. Dans le rejet interespèce, on estime qu'il y a 30 gènes qui interviennent. Dans ce qui avait été fait donc début 2022, il y avait 10 gènes qui avaient été modifiés chez le cochon. Il en restait 20 à modifier. Et la personne avait survécu à la greffe, avait vécu 2 mois, puis était décédée avec une cause qui n'était pas complètement claire, rejet, infection, on ne savait pas bien. Je vous en parle parce que peut-être vous avez vu malgré tout que le 20 septembre de cette année, 2023, il y a un deuxième patient aux États-Unis qui vient de recevoir un cœur, donc qui était un cœur provenant d'un cochon transgénique. Ça a été fait à New York par Montgomery, Robert Montgomery, qui est la personne la plus impliquée dans la xénogreffe, et en particulier cardiaque. Et donc, il faut en tout cas, nous, Français, qu'on se réinvestisse. C'est quelque chose qui doit pouvoir se faire, qui se commence à se faire et qu'il faut qu'on réinvestisse. Diapositive suivante. Alors après les donneurs, donc les candidats cette fois-ci, je vais passer très vite sur les 2 premières diapositives parce que ce sont des choses que vous connaissez par cœur, qui sont à quel moment il faut adresser un candidat à un centre de greffe et d'assistance. Ici, c'est un algorithme que vous retrouvez donc dans les recommandations de l'ESC 2021.
où voilà, on dit ça concerne la greffe, l'assistance des patients d'insuffisance cardiaque avancée. Alors soit ils sont en 3-4 et à ce moment-là en stade 3-4 et on y va. S'ils sont repassés en stade 2, à quel moment, pourquoi on les adresse à un centre d'assistance? Parce qu'ils ont des facteurs de mauvais pronostic. Et parmi ces facteurs de mauvais pronostic, indépendamment de la définition de l'insuffisance cardiaque avancée, hein, c'est-à-dire ils sont symptomatiques, ils ont une altération sévère de la structure ou de la fonction du cœur, ils sont hospitalisés de façon assez régulière et ils ont une capacité fonctionnelle qui est altérée. À côté de ces facteurs-là, on prend en compte d'autres paramètres qui sont la tolérance du traitement de fond, la dose de diurétique, le fait d'avoir eu recours à des inotropes récemment, le fait que cette insuffisance cardiaque a un retentissement sur le rein, sur le foie, sur les poumons, sur l'état général, hein, la cachexie, le fait que les gens aient une pression qui reste en permanence basse, le fait qu'il y ait des arythmies, bref, un certain nombre de facteurs de risque qui font que oui, ces patients-là, il faut les adresser à un centre de greffe et d'assistance, même s'ils sont revenus en stade 2. Diapositive suivante. Alors après, c'est la stratégie assistance greffe. Bon, très simplement, là, c'est classé en intermax 1 à 7. Vous savez que les intermax 1 à 3, ce sont ceux qui sont sous dobutamine, enfin qui sont sous inotropes. Les 4, c'est ceux qui rentrent et qui sortent de l'hôpital, hein, les frequent flyers. Et les 5 à 7 sont des patients ambulatoires qui ne sont pas essoufflés au repos, mais qui sont en insuffisance cardiaque avancée. Globalement, ce que dit cette diapositive, c'est que ces patients-là, s'ils n'ont pas de contre-indication à la greffe, les 1, 2, 3, 4, il faut les adresser à un centre de greffe et les inscrire sur la liste d'attente de greffe. Diapositive d'après, si à l'inverse, ils ont une contre-indication à la transplantation, et les contre-indications à la greffe et à l'assistance ne sont pas les mêmes, et donc ça a du sens, hein, il faut les adresser vers de l'assistance de longue durée, alors soit de façon définitive en destination therapy, soit de façon en bridge vers la candidature ou en bridge vers la transplantation. Voilà ce que ça dit. Alors ce que ça ne dit pas et dont il faut tenir compte, hein, c'est qu'il y a la réalité aussi, hein. C'est-à-dire qu'on va adresser à l'assistance pas simplement ceux qui sont contre-indiqués à la greffe, mais aussi ceux qui n'accèdent pas à la greffe. Hein, quand il y a un problème d'accès à la greffe et que le patient se dégrade, on n'attend pas qu'il se dégrade encore. C'est-à-dire qu'on l'assiste, hein, et ce sera une assistance en pont vers la greffe. Diapositive suivante. Alors, tout à l'heure, on a parlé du nombre de greffes. Ici, j'insiste sur la première des courbes en violet, qui est celle du nombre de nouveaux candidats qui sont inscrits sur la liste d'attente. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a vu que le nombre de greffes avait baissé, hein. Il a baissé de 14%, il a baissé depuis 2020, c'est-à-dire avec la pandémie, mais il avait commencé à baisser avant. Mais pour ce qui concerne le nombre de candidats, hein, la baisse, elle est beaucoup plus spectaculaire. Ce qu'on voit, c'est que le nombre de nouveaux patients qui sont inscrits sur la liste d'attente, quand on reprend la même période, 2016-2022, c'est qu'il y a une baisse de 28% des nouveaux candidats sur la liste d'attente. Et donc, là encore, il y a un effet Covid, il y a un effet pandémie, mais pas que, hein, ça avait commencé à baisser avant. C'est-à-dire qu'il y a moins de candidats qui sont inscrits sur la liste d'attente. Diapositive suivante. Alors, on cherche un petit peu à comprendre pourquoi il y a moins de candidats. Est-ce que c'est parce que les traitements se sont améliorés? Il n'y a plus d'insuffisance cardiaque avancée, il n'y a plus de choc cardiogénique. Est-ce que c'est parce qu'avec la pandémie, les réanimations étaient pleines? Ou est-ce que les patients, de toute façon, ils mouraient chez eux, ils n'allaient pas à l'hôpital? Enfin, voilà. Dans le PMSI, ce sont les données du PMSI cette fois-ci, donc plus de l'agence et de Cristal, hein. À gauche, c'est le nombre de patients qui sont hospitalisés pour un choc cardiogénique dans le PMSI. Quand je dis pour un choc cardiogénique, c'est-à-dire que c'est le diagnostic principal d'entrée à l'hôpital, hein. Ils sont rentrés pour ça. Ils n'ont pas fait le choc cardiogénique à la faveur d'un infarctus ou au décours d'une CEC ou je ne sais trop quoi, hein. Ils rentrent pour un choc cardiogénique. En bleu, ce sont donc les moins de 65 ans et en rouge, ce sont les plus de 65 ans. Simplement, ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est que la courbe bleue, elle ne baisse pas. C'est-à-dire que finalement, le nombre de patients hospitalisés pour un choc cardiogénique, il ne baisse pas, en tout cas en 2022, alors même que le nombre de greffes a baissé, hein. Et le nombre d'inscrits, surtout nouveaux inscrits, a baissé. Et quand on regarde à droite le nombre de patients qui sont parmi ces patients hospitalisés pour un choc cardiogénique, hein, le nombre de patients qui sont implantés d'une ECMO véno-artérielle, de la même façon, vous voyez que ça ne baisse pas, hein. Cette fois-ci, donc, c'est essentiellement chez les gens qui ont moins de 65 ans. Ce qu'on voit, c'est que le nombre de patients donc, qui sont implantés d'une ECMO alors qu'ils ont été hospitalisés pour un choc cardiogénique est à peu près en plateau, voire augmente un petit peu en 2022. Tout ça pour dire que finalement, c'est probablement un problème de trajectoire des patients plus qu'un problème de il n'y a plus de choc cardiogénique ou les chocs cardiogéniques ne sont pas hospitalisés, hein. Le PMSI, c'est vraiment l'assurance maladie des gens qui sont hospitalisés. Donc, ils vont à l'hôpital. Simplement, ils ne vont pas dans le bon hôpital. Ou en tout cas,
Ils ne vont pas jusqu'à l'hôpital qui est susceptible de faire autre chose. Le profil des patients qui sont inscrits sur la liste d'attente, vous voyez à gauche la proportion 2019, 2021, 2022 des patients qui, à l'inscription, sont en soins intensifs. Et puis, vous avez ceux qui sont sous ventilation mécanique, sous assistance de longue durée, sous ECMO, sous inotrope. Globalement, on a à peu près 40-45% des patients qui, à l'inscription, sont en choc cardiogénique, c'est-à-dire qui sont en soins intensifs, sous ECMO ou sous inotrope, parfois qui sont ambulatoires avec une assistance de longue durée. Diapositive suivante. Quand on regarde un petit peu plus, cette fois-ci, non pas ce qui se passe à l'inscription, mais ce qui se passe pendant l'attente, et ce n'est pas inintéressant. Ça, ce sont les diagrammes de Sackey, c'est les flux de patients. À gauche, ce que vous avez, c'est le nombre de patients qui sont hospitalisés. Alors, la colonne complètement à gauche, c'est à l'inscription. Ceux qui sont hospitalisés, ils sont en bleu foncé. Ceux qui sont ambulatoires, ils sont en bleu clair. Et puis ensuite, vous avez 2 points pendant l'attente. Et puis à droite, toujours sur la figure de gauche, et puis à droite, vous avez au moment soit de la greffe, soit du dernier point. Et le dernier point, c'était décembre 2022, là, ici. Et ce que vous voyez simplement, je vous invite à lire le tableau qui est en dessous, c'est qu'à l'inscription, donc au total, il y a eu 917 patients qui ont été inscrits pendant cette période 2021-2022. Sur ces 917, un peu plus de 460 sont hospitalisés au moment de leur inscription, donc 50% sont hospitalisés. Et quand on regarde parmi les non hospitalisés, qui sont en bleu clair, alors on fait les calculs et puis on fait les calculs, mais ça se voit un petit peu sur les flux, il y en a 112 qui vont être hospitalisés pendant l'attente. Donc parmi les non hospitalisés à l'inscription, 112 vont être hospitalisés pendant l'attente, ce qui représente finalement 25% à 112 sur un peu plus de 460, 25% des patients qui ne sont pas hospitalisés à l'inscription sont hospitalisés pendant leur attente. Et quand on regarde les implantations d'ECMO, cette fois-ci c'est la figure qui est à droite, vous avez ici en vert alors les patients qui n'ont pas de support hémodynamique, puis vous avez en bleu les patients qui ont une assistance de longue durée et ceux qui ont une ECMO. Bleu foncé, une ECMO, bleu clair, une assistance de longue durée. Donc toujours pareil, à l'inscription, pendant l'attente et au dernier point. Et ce qu'on voit, c'est que sur les 917 patients, il y en avait 22% qui à l'inscription étaient sous ECMO. Et quand on prend les patients qui ne sont pas sous ECMO à l'inscription, il y en a 10% qui vont être implantés d'une ECMO pendant l'attente. Et de la même façon, il y a des patients qui, pendant l'attente, vont être implantés avec une assistance de longue durée. 2 diapositives pour terminer très rapidement, parce que là, j'ai déjà largement dépassé mon temps. Juste pour vous fixer une idée sur l'accès à la greffe aujourd'hui en France, c'est l'incidence cumulée d'accès à la greffe, c'est la figure de gauche. Donc sur la cohorte la récente, 2018-2022, ce qu'on peut voir, c'est qu'un an après l'inscription sur la liste d'attente, aujourd'hui, 71% des gens sont greffés. Donc plus de 2 tiers des patients qui sont inscrits sont greffés dans l'année qui suit leur inscription aujourd'hui. Et à droite, c'est la mortalité sur la liste d'attente. Alors, c'est une incidence de décès, une incidence cumulée de décès en risque concurrent. C'est-à-dire que quand les patients sont greffés, ils ne sont plus en attente. Et donc, ils ne meurent pas pendant l'attente. Et donc, on voit le chiffre qui est de 12% à 1 an d'incidence cumulée de décès parmi les patients qui ne sont pas greffés, en sachant que 70% des patients sont greffés et que ceux qui sont les plus graves, avec les règles actuelles, sont greffés en premier. Diapositive suivante, je pense que c'est ma diapositive simplement de synthèse, de conclusion. Voilà, c'est pour vous dire simplement concernant les donneurs, pour les morts encéphaliques, vraiment on est en plateau et probablement qu'on a une tendance à la baisse, il faut aller chercher ailleurs. Ailleurs, c'est le Maastricht 3, il faut absolument qu'on mette en place des prélèvements cardiaques chez Maastricht 3. Et puis à plus long terme, il faut qu'on travaille et donc que les gens mettent de l'argent sur la table pour pouvoir faire de la xénogreffe. Pour ce qui est des patients qui sont inscrits sur la liste d'attente, vous voyez, ça a considérablement baissé au cours des dernières années. Alors, on pense vraiment qu'il y a un problème de trajectoire, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans l'adressage des patients au bon endroit au bon moment, clairement. Et puis, vous voyez que donc 40% des patients qui sont inscrits sont déjà en intermaxin A3 au moment de l'inscription, avec un accès à la greffe qui ne change pas au cours des dernières années, mais qui est conservé, qui est de 71%. Voilà, merci beaucoup. S'il y a des choses, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Richard, pour ce super topo. Non, mais vous avez bien fait de prendre plus de temps parce qu'il y avait plein de points hyper intéressants à discuter. Moi, j'ai déjà quelques questions. Je pense que Guillaume en a aussi. Il y a quelque chose qui est assez marquant, donc c'est le nombre d'inscriptions sur liste qui chute drastiquement. Alors, est-ce que c'est l'effet de ces fameux nouveaux médicaments, les 4 fantastiques, etc., qui fait que
on a moins de patients, ou alors qu'on amène des patients insuffisants cardiaques à des formes d'insuffisance cardiaque avancée plus âgées, où on ne peut plus leur proposer la greffe. C'est une question. D'un autre côté, ça serait pour le chronique, et d'un autre côté, pour l'aigu, les données PMSI sont quand même assez criantes. C'est-à-dire que globalement, on a autant de chocs qu'avant, on met autant d'ECMO véno-artériel à ces chocs qu'avant, on les greffe moins, on ne leur met pas de LVAD, puisque le LVAD s'effondre en France aussi. Et pour travailler sur les données PMSI de ces patients en termes de mortalité intra-hospitalière, elle explose. On est à 70%, 75%. Donc, c'est pas non plus qu'on les a sauvés. Donc, clairement, je crois qu'il y a un gros travail sur lequel on est nombreux à essayer de travailler, notamment avec le GIC et la SFTCV, qui est l'adressage des patients. Mais c'est assez inquiétant et je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le Covid la Covid qui a détruit un petit peu nos organisations? Parce qu'on sait qu'on a eu beaucoup de conséquences dans nos hôpitaux sur le personnel disponible, les lits fermés, les blocs fermés. Comment vous analysez ça à l'ABM? Alors, on est effectivement plus sur l'idée qu'il y a eu, du fait de la pandémie, une espèce de déstructuration des filières et du parcours des patients. Euh, et puis, il y a aussi une réalité, hein, c'est que la pandémie, elle est un peu derrière nous, elle n'est pas complètement finie, mais elle est un peu derrière nous. Mais la désorganisation à l'intérieur des hôpitaux, elle n'est pas derrière nous, elle est aujourd'hui. Le nombre de lits de réanimation qui sont fermés, alors on ne le dit pas, ça se fait pas, machin. Mais la réalité, c'est que certaines réanimations continuent à avoir 20% de leurs lits fermés et que donc les capacités de prise en charge de ces patients qui sont des patients particulièrement graves reste impacté, hein, par ce qui s'est passé. Après, sans doute qu'il il faudrait que tous les gens qui sont concernés travaillent ensemble. Je vois ce que mes collègues de transplantation pulmonaire font, hein. Là, ils sont, c'est pas un secret, enfin, ils vont soumettre un PREPS pour essayer justement de voir un petit peu pour les BPCO, ils ont un peu le même souci avec les BPCO, de voir les patients qui leur sont référés, pourquoi ceux qui devraient l'être ne le sont pas. Il y a des recommandations sur à quel moment on réfère une BPCO à un centre de greffe pulmonaire. Euh, à partir, nous, du SNDS, on peut faire des tas de choses, puisqu'on a un accès à l'agence sur le SNDS. On pourrait faire la même chose sur le cœur. Et aussi, quand ils sont référés, pourquoi finalement ils ne vont pas jusqu'à la liste d'attente. Il y a un vrai travail à faire. Moi, je crois qu'on est avec une denrée qui est extrêmement précieuse, extrêmement rare, qui sont des centres de greffe, qui sont vraiment à la peine, avec parfois des équipes qui sont un peu vieillissantes et avec ouais, le besoin de revitaliser tout ça, hein, restructurer, revitaliser. Richard, on voit bien sur la Oui. courbe que ça commence en 2018 avec une pente qui est presque linéaire, hein, sur les inscriptions, avec une exception peut-être l'année dernière. 2018, c'est l'apparition du nouveau score. On sait aussi, et ça c'est quelque chose d'empirique, mais qu'on constate, c'est que quand on évalue un patient, on sait qu'un patient ambulatoire avec un score faible, même s'il est très symptomatique, et c'est un peu le problème des jeunes, parfois monodéfaillants à gauche, vont garder une créatinine plutôt bien, un NT-proBNP qui est à 3000, 4000, mais même ceux qui sont les plus hauts dans le décile de NT-proBNP, finalement, ont un score qui n'augmente pas tant que ça. Et finalement, ces patients-là, ils disparaissent des radars de l'agence parce que parfois, ils vont directement au LVAD. Et là, il y a deux solutions. Soit ils survivent, on les inscrit et ils apparaissent dans le scope de l'agence, soit ils meurent avant. Et finalement, ces patients-là n'ont jamais existé pour l'agence. Donc j'ai deux questions en un. C'est la première, est-ce que le changement de score joue un rôle, et pour moi un petit peu, dans ces inscriptions? Et puis la deuxième, euh, tu as beaucoup parlé du score et du fait que l'agence ou que l'État doit se réapproprier la xénotransplantation, mais on a un autre système palliatif comme l'est la dialyse, avec les assistances biventriculaires, monoventriculaires, sur lequel l'agence ne se positionne pas vraiment et ne prend pas la main. Est-ce que là, il n'y a pas des pistes de réflexion aussi pour l'avenir? Alors, oui, oui, tu as raison de te poser toutes ces questions, hein, ça, il faut se les poser. Moi, ce que j'en sais, je travaille pas avec Abbott et j'ai pas de contact direct, mais j'ai pas eu l'impression que le nombre des assistances des LVAD avait augmenté. J'ai au contraire l'impression que ça baisse. Et,
Et c'est pas qu'en France, hein, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, le nombre de patients qui sont implantés avec un LVAD a baissé aussi. Alors, euh, actuellement, l'accès à la greffe, tu dis mal classé, mauvais accès, finalement on s'auto-censure. L'accès à la greffe, il est de 71%, il est relativement important. Moi, je crois que moins il y aura de pénurie, plus l'accès sera bon. Non, il faut bien qu'on dise à nos correspondants de cardiologie qu'en réalité, l'accès à la greffe, il reste aujourd'hui plutôt bon et qu'il faut pas s'interdire d'inscrire un patient, même si au départ il est mal classé. Euh, le but du score, hein, l'esprit du score, c'est de faire du juste à temps. C'est-à-dire que on greffe en premier les patients qui sont les plus graves. Ça n'est pas de ne pas greffer les insuffisants cardiaques avancés qui sont moins graves, mais c'est de faire un classement. Euh, Franchement, c'est ce qui se passe ailleurs aussi, hein. Nous, nos collègues américains, William Parker, par exemple, nous a sollicité récemment en disant notre système à nous aux États-Unis, où ils ont priorisé l'ECMO par rapport aux assistances de longue durée compliquées, par rapport à d'autres choses, il n'est pas très bon et ils sont vraiment en train d'envisager, si tu veux, de mettre un nouveau système de répartition des greffons aux États-Unis qui sera très, très proche de celui qu'on a en France. Donc, non, je crois que l'accès à la greffe est relativement conservé aujourd'hui et plus moins il y a de pénurie, meilleur il est, si j'ose dire. Mais ça n'empêche qu'il faut travailler sur les donneurs et qu'après, le score, il sert surtout à classer les gens et à dire qui est-ce qu'il faut greffer en premier, mais certainement pas d'empêcher les gens qui sont en insuffisance cardiaque avancée d'être greffés, hein. Donc, il faut à côté travailler sur les donneurs, je crois. Mais en Et termes sur... de répartition, oui, pardon. Non, c'est moi. Sur cette partie justement d'honneur, donc le Maastricht 3, là, c'est vrai que ça progresse, on voit qu'il y a des données. Encore hier, on a vu passer les données américaines en dehors de l'étude, hein, donc les données vraie vie. Donc il y a un peu plus de 500 patients greffés à partir de donneurs type Maastricht 3, avec des donneurs directs et d'autres qui sont, on va dire, retravaillés sur machine de perfusion normothermique. Donc, on voit à peu près de quoi on parle, avec des résultats qui sont quand même assez intéressants. Donc, il y a eu l'expérience menée avec le soutien de l'agence de la biomédecine par Julien Guillard, dont vous parliez. Là, les prochaines étapes, on a une idée un petit peu de quand et comment. Parce qu'à l'heure actuelle, on a deux systèmes en France. Un qui est quand même pas mal exploité par trois équipes, si je ne dis pas de bêtises. Un autre qui arrive, qui est un peu différent, qui est pour le coup de la perfusion froide. Comment se positionner? Parce que c'est des systèmes qui coûtent quand même assez cher, à la fois pour la machine et le consommable, et qui nécessitent une expertise, une organisation un peu différente. Mmh. Alors nous, franchement, l'agence a la volonté de faire en sorte que ça arrive. Il y a un obstacle réglementaire évident, c'est le fait que dans l'arrêté actuel, il n'y ait pas de possibilité de prélever du cœur, donc il faut qu'on retourne devant la DGOS, enfin devant le ministère de la Santé et puis qu'on discute de modifier l'arrêté, ce qui va prendre un petit peu de temps. Mais par ailleurs, dès à présent, le travail qu'on peut faire, c'est celui dont tu parlais sur la technique de prélèvement en fait du cœur, puisqu'aujourd'hui, il y a grosso modo dans le monde deux techniques, hein, le prélèvement direct, espèce de sternolaparotomie et tout le monde prend l'organe qui l'intéresse, qui est une technique qui est pas agréable à regarder, qui est visiblement pas agréable à vivre et qui donne des plus mauvais résultats que l'autre, qui est celle où on met une circulation extracorporelle, en fait thoraco-abdominale, hein. On met une ECMO chez ce donneur et on a le temps. D'abord, on voit, pour nous, c'est très intéressant parce qu'on voit le cœur qui se recontracte, hein. Ce qui pour certains pose un problème éthique, mais enfin, on sait que les donneurs encéphaliques ont le cœur qui se contracte, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas morts. Euh, mais pour autant, donc, il y a cette technique qui paraît être une technique qui est la technique que demain on devrait utiliser. Alors, celle qu'a faite Julien dans son protocole à fin scientifique, qui s'insérait dans les procédures françaises, c'était une procédure un peu différente où il y avait une circulation régionale normothermique abdominale, mais il prélevait directement le cœur. Bon, il y a une réflexion à avoir sur comment on va prélever le cœur dans le cas du Maastricht 3. Puis il y a une deuxième réflexion, et ça qu'on va nous initier dès le 10 octobre, hein, dans quelques jours. On a un groupe thorax qui aura lieu le 10 octobre. Il faut qu'on réfléchisse à finalement
quels sont les critères de sélection de ces donneurs M3 en termes de prélèvement? Quel âge, quelle fraction d'éjection, quel support hémodynamique? Est-ce qu'on prend des donneurs qui se sont arrêtés? Combien d'arrêts cardio-respiratoires? Combien de temps? Et puis les autres paramètres il faut qu'on définisse le profil de ces donneurs M3 qui sont susceptibles d'être prélevés du cœur. Et puis il faut en parallèle qu'on définisse quels sont les receveurs qui pourront recevoir ces cœurs issus de donneurs M3. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on va commencer à travailler dès le 10 octobre en réunissant le groupe à l'agence, donc des professionnels qui sont impliqués dans la greffe. Donc, ouais, on espère que ça avance. Et sur le prélèvement, c'est plus Corinne Antoine qui s'en occupe, mais ça va avancer. C'est plus avec les anesthésistes réanimateurs que ça se discute, mais ça avance parallèlement. Ça ne verra pas le jour avant 18 mois, hein, mon sentiment, parce qu'il faut changer l'arrêté, ça va prendre du temps. Mais c'est quelque chose qui, plus on va pousser, plus ça va aller de l'avant. Hein. Bon, je crois que désormais, quand même, les différents acteurs concernés, d'autant plus si l'ABM est en tête de proue, sont quand même alignés sur ça. Donc après, en effet, il faut trouver les points d'accord et les protocoles. Mais à la limite, c'est probablement l'arrêté, en effet, comme vous dites, qui va prendre le plus de temps. Mais en tout cas, on est ravis de voir qu'il y a cet engouement parce qu'il commence à y avoir un certain nombre de données qui sont quand même intéressantes dans la littérature désormais. C'est plus des cas cliniques, quoi. Et merci beaucoup. Ouais. Les données dont tu parlais des États-Unis, j'en profite pour. Ouais. Donc, sur les machines de perfusion, hein, une fois qu'on a prélevé le cœur, effectivement, il y a une perfusion donc, qui est ex vivo, pas in situ. Enfin, in situ, il y a éventuellement l'ECMO au moment du prélèvement, mais après ex vivo, ces cœurs passeront sur une machine de perfusion avec les deux systèmes qu'on connaît, OCS ex vivo. Il y a des données avec OCS qui viennent beaucoup des États-Unis. Avec ex vivo, il y a aussi quelques données, mais moins. Je ne suis pas sûr que l'agence dira les cœurs ils doivent passer sur la machine A ou la machine B parce que c'est pas vraiment ça se fondra. Donc je pense pas qu'on aille nous à dire c'est telle la machine et pas telle autre. Hein. Non, mais par contre c'est vrai que dans la réflexion qu'on devra avoir, vu les coûts générés qui sont importants, sachant qu'il y a aussi le troisième système qui est le bac à glace un peu perfectionné, qui est le Sherpa-Pack, qui a des résultats qui semblent pas inintéressants. Il faudra avoir cette décision parce que le coût à l'heure actuelle pour les équipes se fait sur des forfaits innovation locaux qui sont quand même assez démentiels. Donc, la première étape, évidemment, c'est de clarifier le prélèvement, le type de receveur qui pourra en bénéficier. Le rôle de l'agence dans tout ça est indéniable, mais je pense que l'agence aura un rôle au moins de clarification, d'aiguillage des équipes ou d'aide des équipes pour pas qu'on fasse chacun dans notre centre les démarches, mais bien quelque chose au niveau national avec l'État et ses différentes filières, je dirais bien. Non, tout à fait. Pour ce qui est de Paragonix, nos amis anglais, certains des cœurs qui sont prélevés chez des MH3, les mettent effectivement sur le Sherpa-Pack de Paragonix et non pas sur une machine de perfusion OCS ou ex vivo, quand le prélèvement et la greffe sont dans des lieux qui sont très proches, même site. Et ben, pourquoi le perfuser? On le met effectivement dans la machine, le Sherpa-Pack. Mais au départ, je pense qu'on sera obligé, nous en France, comme on démarrera le programme, de mettre ces cœurs sur des machines de perfusion, réellement. Merci beaucoup en tout cas pour ce topo très clair, up-to-date sur la transplantation. Merci d'avoir accepté d'attaquer cette nouvelle session RECATRA 2023-2024. Et puis à très bientôt, au pire le 10 octobre et sinon avant. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.